Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce 95e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Touron, aussi connu sous son nom de scène Soyouz. Gabriel est à la fois danseur de popping, une des branches du hip-hop, et développeur web en alternance. Alors dans cet épisode, on parle de ses passions, celle pour la danse bien sûr, qu'il a découvert à l'âge de 17 ans, et il est devenu en quelques années une référence dans le milieu en remportant de prestigieuses compétitions, et celle pour le dev, avec le côté un peu plus geek, plus cérébral de cette activité. On parle aussi de philosophie et de food, deux autres de ses passions. Un épisode passionnant avec Gabriel, alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Gabriel. Salut Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Très content de te recevoir sur le Pompon. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors je m'appelle Gabriel. Je suis actuellement en alternance en développeur web et aussi danseur. Yes. J'ai 26 ans et mon nom de scène c'est Soyouz. Yes. Voilà. Pour la présentation rapide. Trop cool, on va revenir sur tout ça. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Alors pas vraiment. Ouais. Je crois que j'ai un souvenir que j'aimais beaucoup les constructions, donc je pense que je voulais déjà être dans quelque chose peut-être de scientifique ou technique. Ok. Je crois que je voulais être sur des tracteurs au début. Ah ouais, Voilà. énorme. Ouais, vraiment, je crois que c'était ça. Alors, c'est pas vraiment un métier, mais je voulais être très proche des engins, de la mécanique. Ah Voilà. ouais, plutôt de la parce que j'allais dire pourquoi pas agriculteur ou des choses comme ça, mais c'était pas forcément la nature, Ouais. c'était plutôt le côté mécanique. C'était les trucs qui tournaient. Voilà, les trucs qui tournaient. Quand je voyais la machinerie dans les tracteurs, j'étais là. Ok. Ouais. Ah yes. Parce que tu viens d'où pour le coup ? Je viens de Tours, Ok. donc un peu à côté. Et donc, Ouais. c'était une petite ville qui s'appelle Ambiou. Mhm. Donc, c'est vraiment la campagne. Ouais. Et c'est comme ça que je pouvais voir les tracteurs, J'imagine. tout ça. Donc, ouais, je pense Ok. que c'était ça qui me parlait quand j'étais Nice. petit. Ok. Et tu te souviens un peu de la période collège, lycée ? Qu'est-ce que tu as fait avant tes 17 ans ? Je disais pas 17 Ouais. ans pour rien. On le verra après. Mais je suis venu sur Bordeaux Ouais. en fin de primaire. Et j'ai quelques souvenirs, mais je pense que c'était pas des super bons souvenirs, parce que c'est Ok. quand même une période d'adaptation, changer de ville, changer de vie. Mhm. Et puis, ouais, de passer de la campagne au centre d'une ville comme Bordeaux, c'est pas la même faune. C'est pas la même faune. Ouais, c'est pas la même faune, donc je pense que j'ai pas gardé énormément de souvenirs Ok. du fait du changement, en fait. On Ouais. fait du tri Ouais. sur le temps, ouais. J'imagine. Et ouais, donc, alors tu l'as dit, bon, on va y aller tout de suite, hein, parce que je mentionne le côté 17 ans, mais est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe à peu près à 17 ans ? Alors oui, c'est donc le lycée, un très bon ami, donc Antoine, je dis son nom, Ouais. Salut Antoine. et voilà. Qui est très fan de dubstep, une musique qui avait... peut-être que maintenant elle a moins de popularité, mais c'était une musique électronique et il y avait beaucoup de danseurs qui dansaient sur ces musiques. Ouais. Et il me montre une vidéo sur YouTube d'un danseur qui s'appelle Non-Stop. Ok. Son vrai nom, je crois que c'est Scott Marquis. Ouais. Et voilà, il fait des trucs bizarres sur son corps. Et tout de suite, j'ai des petites waves, des patins un peu comme Michael Jackson. Et directement, je fais, ah ouais, c'est super intéressant. Donc, je commence à m'entraîner en cachette dans la salle de bain Ok. pour voir les effets. Ouais. Et c'est ma maman qui me voit danser ça et qui, elle, était étudiante à Paris à l'époque et qui a l'habitude de voir ces danseurs de rue. C'était assez connu. On a une belle culture hip-hop en France. Mhm.
Et elle a directement reconnu le style originel qui s'appelle donc le popping. Et donc grâce à ça, elle me montre de nouvelles ressources, on va dire, des nouvelles vidéos pour m'inspirer. Et c'est comme ça après que je rencontre un groupe très connu sur Bordeaux qui s'appelle La Smala. Et c'est avec ce groupe-là que je commence vraiment à m'entraîner le popping. Voilà. Ok, énorme. Trop cool d'avoir été soutenu dès le début en fait. Oui, il y a beaucoup de chance. Ouais, c'est clair. Chance, ouais. Parce que souvent peut-être pas, mais parfois les métiers un peu artistiques, les parents voient pas toujours ça du meilleur œil. Donc là, trop cool d'avoir eu l'opportunité et le soutien d'y aller, quoi. Énorme. Et donc, comment ça se passe? Tu dis que tu fais tes premiers moves dans la salle de bain et ça dure combien de temps avant d'aller découvrir la Smala et de les rencontrer? Ça allait très très vite. On va dire que quand il y a quelque chose qui m'anime, ça va aller. Je vais vraiment faire que ça. Je vais consommer vraiment toutes les ressources qu'on va me donner. Ouais. Donc je crois que c'est vraiment en 1 an et demi, je commence aussi à faire les premières compétitions. Je sais qu'avec la Smala, je prenais donc des cours avec Tommy, qui était donc un des fondateurs de la Smala. Et lui, il était vraiment sur plein de styles. Il y avait aussi du breakdance. Et on va dire tous les styles représentés du hip-hop. Ouais. Et je prends tous ces cours. Donc il y avait 2 à 3 fois par semaine. Je prenais tous ces cours. Et avec ça, j'étais vraiment plongé dans l'univers hip-hop. Donc ça allait vraiment vite. Je pense en 1 an et demi, j'étais déjà sur les scènes, quoi, on va dire. Ouais. Ah ouais, ouais. Énorme. Et alors d'après toi, est-ce que tu t'arrives à avoir le recul en disant c'est dû à quoi? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que il y a un peu de chance, on parle de talent parfois. Parce que c'est rapide 1 an et demi. Alors je me rends pas compte après, peut-être que dans le milieu, en vrai, ça peut aller très vite. Oui, alors voilà, je pense que c'est vraiment ça la particularité. C'est la particularité du monde hip-hop, c'est vu que c'est un style encore très jeune. Les fondateurs, ils sont encore vivants pour la plupart. Ouais. Donc tout va très très vite. C'est un peu on a découvert de l'Amérique et au final, il y a tous les pionniers qui font plein de choses. Ça va très vite. Ouais. Donc on peut encore arriver en très peu de temps à arriver sur des scènes assez réputées. Oui, c'est pas comme des danses vraiment plus institutionnalisées où il y a donc voilà, il faut commencer très jeune, il faut beaucoup d'années avant de penser à sa carrière dans ce domaine-là, quoi. Donc ça allait très vite pour ça, je pense. Okay. Bon, ça me fait penser pour le coup, et on n'est pas loin du tout de l'opéra. Ça me fait penser à Vanessa Feuillotte que j'avais reçue sur l'épisode, qui est première danseuse à l'Opéra de Bordeaux. Et effectivement, en général, ça commence très très jeune, dans les 5 ans et quelques, pour après espérer, quand on est majeur ou un petit peu avant, mais construire une carrière, quoi. Donc vraiment différent. Est-ce que tu as un peu l'historique du hip-hop? Parce qu'en fait, quand on connaît pas du tout, alors moi je t'avoue que je connais pas bien non plus, donc c'est très bien si tu peux nous dire un peu ce que c'est en fait. Ouais, carrément. Je pense que le mieux c'est de le tracer d'une manière chronologique. Ouais. Donc on a 5 branches principales. Pour moi, la première branche, ce serait le locking, qui est une danse funk. Donc il y a par exemple James Brown qui a partagé ce courant-là. C'était aussi la première fois que la communauté noire était à la télé, passée à la télé aux États-Unis. Et donc ça, c'était vraiment un grand boom dans la danse. Donc là, c'est vraiment la danse funky, très joyeuse, une danse assez festive. Très vite, donc le popping est arrivé, qui donc là, c'est vraiment plus axé sur le contrôle musculaire, mais on reste toujours sur la même logique que la funk, c'est sur la même musique. Donc voilà, ça c'est vraiment les années 80, c'est les premiers courants. Mais donc plutôt aux États-Unis. Voilà, complètement aux États-Unis. De mémoire, je suis sûr que mes anciens pourront me le dire beaucoup mieux que moi, mais c'est qu'il y avait des cassettes des fois qui passaient en douce en France et certains danseurs pouvaient voir ça. Oui. Des grands groupes célèbres de popping ont pu même faire des films, notamment les Electric Boogaloo. Après, on a eu donc vraiment le côté hip-hop, comme on l'entend un peu plus, donc côté New York, donc années 90 avec le rap. On a eu le breakdance, donc les gens ils ont plus l'habitude de connaître effectivement ce style, donc avec beaucoup de mouvements acrobatiques. Après, on a eu la hype aussi dans ces courants-là.
Et ce qui était dansé, du coup, c'était vraiment on appelle ça le new style, le hip-hop new style, où il y avait un mélange de pas mal de choses, des mouvements au sol qui sont proches du breakdance, mais aussi du popping. Il y avait une sorte d'hybride, mais avec une base de hype. Et c'est ce qui est maintenant un peu le plus connu, parce qu'il y a eu des dérivés comme le hip-hop commercial qu'on voit dans les clips. Donc là, on en a 4. On a le popping, le locking, le popping, le hip-hop new style et le breakdance. Et le petit dernier, c'est la house. Donc ça, c'est arrivé quand il y a eu les clubs avec la musique un peu plus électro, avec un BPM plus élevé. BPM. Le BPM, voilà, donc le tempo et le rythme qui est plus élevé. Donc voilà, ça c'est... Je pense qu'il y a un nouveau courant hip-hop par vraiment style de musique, par tranche de musique. En fait. Donc voilà, on a les 5 branches. Nice. Voilà. Merci pour l'explication plus claire. Et donc, alors toi, ce que tu découvres en vidéo au début, c'est du popping pour le coup? Voilà, exactement. Alors même si le dubstep, c'est des musiques électro, que c'était assez loin du funk, les mouvements restaient quand même à peu près les mêmes. Il manquait le groove quand même, parce que la musique funky, il y a un petit mouvement de tête. On imagine ça bien, et dans l'électro il y avait un peu moins, donc c'est la différence vraiment moi, qui m'a marqué, mais c'était le popping quand même. Nice. Et alors quand tu commences, alors tu l'as dit tout à l'heure, quand tu te mets dans quelque chose tu t'y mets à fond, mais quand tu commences tu t'imagines quoi en fait dans les mois qui suivent, parce que c'est vrai que rapidement tu le dis, en 1 an et demi tu as commencé à faire des battles, donc cette envie de la compétition aussi, et pas rester seul dans sa chambre ou dans sa salle de bain. Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller en fait? Mais je pense que c'est aussi lié vu qu'on peut acquérir des choses assez rapidement et avec le hip-hop, c'est le fait de pouvoir dire mince, il y a du résultat. Et donc un petit entraînement, ne serait-ce qu'1 heure, ou quand on est en cours, on n'a pas le temps vraiment de s'entraîner à fond, mais de voir qu'on voit quand même du petit résultat. Et vu que le popping, il y a beaucoup de contrôle corporel, de voir, tiens, on arrive à contrôler telle partie du corps. Il y a quelque chose d'assez addictif même. Et au final, le battle, la compétition, je l'ai toujours vu comme une façon de se dépasser soi-même, plus qu'écraser l'adversaire ou quelque chose comme ça. Et donc, il y avait le bon équilibre entre, tiens, on s'entraîne, il y a du résultat, et en plus, ces événements-là, ces battles qui donnent encore plus de matière pour progresser. Donc, moi, je l'ai vraiment vu comme un moyen une petite addiction au début, mais comme je pense comme toute activité au début. Il y a pire comme addiction que celle-ci, je crois, quand on est au lycée. Et puis l'addiction du progrès, en fait, de comprendre le corps, de comprendre tout ça, et même d'avoir des expériences de scène, c'est assez grisant aussi. Donc c'est des expériences qui donnent envie de recommencer. En tout cas. Carrément, Et au début, j'ai cette question-là aussi. Qu'est-ce que tu as kiffé là-dedans? Pourquoi t'as pas fait... alors, t'as découvert cette danse, et donc c'est le hasard du moment et de la découverte. Mais qu'est-ce que tu kiffes, qui kiffait, et après, peut-être kiffe aujourd'hui, si ça a évolué? Je crois que c'est vraiment le contrôle corporel, parce que c'est vraiment ça. Ou même les effets qu'on peut avoir. Au final, les mouvements, mais je vais en citer un que tout le monde peut comprendre, mais le moonwalk de Michael Jackson, l'effet visuel, il est dingue. Et donc, c'est ces effets-là et cette conscience du corps pour faire ces effets-là, justement, qui m'a parlé, je pense. Et qui me parle toujours. Heureusement. Et justement, les premiers mois et tout, quand tu commences, est-ce que tu respires hip-hop ou popping, je sais pas comment, les deux conviennent, j'imagine. Si je dis hip-hop ou popping, ça va? Oui. Tu respires hip-hop la journée, tout le temps, ou tu arrives à avoir un petit... à laisser ça de côté dans une bulle par moment, entre guillemets, les 2-3 entraînements par semaine? Où tu respires vraiment hip-hop de bout en bout? Alors, c'est assez particulier. Parce qu'au début, évidemment, quand je prenais tous les cours, alors là, il y avait... là, t'en as mangé. Il y avait beaucoup d'heures quand même par semaine. Et après, je me suis blessé. Et donc, j'étais au psoas. Donc, du coup, c'était quand même... donc, le psoas, c'est la partie à l'aine, donc dans le haut de la cuisse. Et donc, c'est impossible de se déplacer. Donc j'étais vraiment à l'arrêt pendant 6 mois. Mais j'allais à tous les cours pour regarder. Et donc là, je pouvais vraiment pas m'entraîner. Et je pense qu'après, j'ai gardé un peu ce rythme de voir, de prendre le temps avant de faire. Et donc, je crois que ma routine, c'est
ça allait pas plus d'une demi-heure par jour. C'était par petites tranches. Ok. Et des fois, si c'était plus, c'était 2 heures par semaine Ah ouais, donc. ou 3 heures par semaine, mais pas plus. Ouais. Ok. Mhm. Ouais, ça va. T'étais pas un dingue Ouais. de. Mais c'était bizarrement, la créativité, elle venait ailleurs. Et que Ok. j'écoute beaucoup de musique différente et ça Mhm. me donne des idées. Mhm. Et c'est plus le côté de se nourrir la journée. On voit ce qu'il y a autour de nous, on écoute. Et le soir, l'exutoire Ok. et les idées après, elles fusent. Ouais. Ouais. Se nourrir de tout le reste pour, Ouais. Aiguiser sa créativité. Ouais, ça, C'est joliment dit, si ça va. ça fonctionne. Ça convient. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ok. Mhm. Et tu te souviens de ta première compétition? Oui. Alors? Je me souviens bien, c'était une petite compétition d'ailleurs, c'était Place Nansouty. Ok. Voilà, c'était Nice. dans une petite salle de la À mairie. Bordeaux, ouais. Ouais, voilà. Une petite salle de la mairie. Donc c'était vraiment les gens des cours. Ouais. Voilà, et c'était des gens qu'on connaissait. Et je crois que j'ai perdu en demi-finale très rapidement quand même par une petite génie. Ok. Voilà, qui est Jeanne, je dis son nom aussi. Yes. C'est une très belle danseuse aussi. Donc, Ouais. Nice. ouais. Ça, c'était, je pense, ma première expérience. Ouais. Ok, Mhm. cool. Et justement, j'ai l'impression que tu as vraiment ce côté. Alors, on voit le côté, nous, visuellement, on voit le côté corporel, bien évidemment. Mhm. Mais je ressens qu'il y a tout un côté interne de Mhm. préparation, en fait. Ah oui, complètement, oui. Ouais. Complètement. Il y a beaucoup de travail interne sur la respiration. Après aussi, je pense que c'est dans toutes les danses. Mhm. Mais vu que dans le hip-hop, il n'y a pas vraiment eu de cours d'anatomie ou de choses comme ça, c'est du savoir qui se transmet un peu d'une manière pas très. Voilà, Ouais, j'ai c'est- pas le terme, je mais je sais vois ce pas que tu comment veux dire, j'ai pas le terme. Mais... c'est pas très stable, on va Ouais. dire, l'enseignement Ouais. qui est donné. Ouais. Mais au final, ouais, on capte petit à petit les choses, des appuis que dans le classique on peut retrouver forcément. Mais donc ouais, il y a ce côté interne parce que on est vraiment dans le sol dans le hip-hop. Mhm. On n'est pas vraiment aérien, on est vraiment dans le sol. Et le fait de se focaliser sur le sol, et voilà, ça crée des tensions dans le corps, ça crée plein de phénomènes. Et on se nourrit de ça justement pour faire les effets, pour faire les mouvements. Donc oui, il y a beaucoup d'internes. Il y a beaucoup d'internes. Ok. Ouais. Et ça se travaille? Alors oui, des fois je ne sais pas comment. Ouais. Mais c'est pour ça que le quotidien est important, parce qu'au final, on voit des choses toutes bêtes. Hein, mais par exemple, l'évier est un peu trop bas quand on fait la vaisselle, Ok. on force un peu sur les cuisses, Ouais. ben, ça travaille les internes. Mais des choses comme ça, ouais, voilà. Ok. Non, oui, ou même des fois, je sais que par exemple, quand on tousse un Ouais. peu et qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la cage thoracique, mais Mhm. voilà, il y a quelque chose qui se passe aussi en interne. Et Ouais. ça, c'est des inspirations pour travailler tout ça, ouais. Ok. Ouais. Ouais. Donc en fait, la moindre réaction de ton corps, enfin c'est pas que tu l'analyses, mais C'est quasiment en fait, complètement si ça, ouais. complètement. On dissèque chaque mouvement, chaque Ok. chose. D'ailleurs, même une des bases les plus connues s'appelle le Old Man. Et le Old Man, comme son nom l'indique, c'est un des fondateurs qui a pu observer un vieux monsieur traverser un passage piéton. Et sa marche a influencé des mouvements. Et donc voilà, c'est vraiment sur le quotidien. Énorme. Ouais, c'est un peu ça l'inspiration du hip-hop en vrai. Ouais. C'est prendre le contexte qu'il y a autour de nous et de se nourrir de ça et de créer des mouvements. Stylé. Et alors sur les battles, et on viendra parce que t'en as fait plein d'autres par la suite, mais est-ce que c'est que de l'impro ou pas? Peut-être qu'avant, oui, beaucoup. Ouais. Maintenant, un peu moins peut-être avec tout ce qui est de la chorégraphie. Ouais. On dit qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de miroir. Donc le fait qu'il n'y ait pas de miroir et le fait que ce soit dans la rue, Mhm. et c'est beaucoup d'impro. Il y a de la création, on répète des mouvements, mais après, dès qu'il y a une musique et qu'il y a un échange, un battle ou un cercle, une soirée avec de la musique, c'est du freestyle. Ouais. Ok. C'est de l'impro, il y a beaucoup, beaucoup d'impro. Ça fait partie de la culture hip-hop. Mais c'est vrai que maintenant, avec la chorégraphie, c'est un autre style vraiment, où là, par contre, ouais, comme son nom l'indique, c'est plus de l'impro, quoi.
C'est des shows. Ouais. Stylé. C'est tellement un univers que je ne connais absolument pas que je trouve ça trop cool. Et puis j'invite les personnes qui nous écoutent à aller regarder aussi ton compte Insta ou les vidéos qui existent pour se rendre compte un peu de ce que ça donne vraiment. Ouais, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps, je vais essayer d'être organisé. Avant de commencer un battle, comment ça se passe? Est-ce que tu te mets dans ta bulle? Et même, j'ai envie de quand même te poser la question, parce que j'ai vu que parfois on t'appelait le stoïcien. Ouais. J'aimerais que tu m'expliques quand même pourquoi. Ah ouais, alors là, je pense qu'on pourrait faire 2 podcasts peut-être juste sur ça. Ouais, c'est une longue histoire. Ok. Mais on a le temps. Pareil, je pense que là, on peut reciter la maman. Ok, ouais. Qui a fait des études d'anthropologie et il y a eu beaucoup de livres à la maison. Et quand ça allait pas bien, justement, au collège, j'avais des livres, sur le stoïcisme. Okay. Elle m'a montré Épithète, Marc Aurèle. Et petit à petit, je regardais, je lisais 1 page, 2 pages, et ça a pris de plus en plus. Et on va dire que ça m'a fait la part des choses. Je pense que la première phrase qui peut venir à l'esprit, c'est le fait de différencier les choses qu'on peut contrôler et celles qu'on peut pas. Donc cette phrase-là, elle m'a fait beaucoup, beaucoup de bien à cette époque-là. Et au final, c'est pour ça qu'il y a le mot contrôle. Et avec le contrôle corporel, j'ai trouvé un lien aussi assez vite avec le popping. Donc quand il y avait des battles ou des scènes, ou même quand je dois m'entraîner au niveau de la préparation, j'essayais de faire cette part des choses. Je fais, le public, je peux pas le contrôler. Les juges, je peux pas aussi connaître la musique à l'avance parce que c'est du freestyle. Et le fait de pouvoir ne plus penser à ça et de penser uniquement sur l'instant présent. Lâcher prise sur tout le reste, quoi. Voilà, je pense qu'au final, le stoïcisme a été une bonne préparation mentale, on va dire, pour être dans on va dire, être bien ancré quand je dois danser, quoi. Donc à vivre l'instant présent vraiment. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que tu as un rituel? Enfin, moi, je pense toujours, j'avais posé cette question, alors, je ne sais plus à qui, mais d'autres artistes que j'ai pu recevoir sur le podcast. Je pense toujours à Gaël Monfils, l'image que j'ai de lui rentrer sur un terrain de tennis, parfois avec des écouteurs et tout. Est-ce que toi, tu as un rituel avant de... Alors, pas vraiment. Alors, okay. J'en ai un. Alors, moi, mes rituels, si j'en ai, j'aime bien qu'ils soient purement fonctionnels. Okay. J'essaye d'être très peu vers le mythe. Ouais. Quand je dis le mythe, c'est-à-dire des petits rituels où ça va être... comment on appelle ça déjà, le fait de se dire... des choses où ça va nous attirer la chance, ou voilà. C'est pas les pensées positives, mais je vois ce que tu veux dire encore. Mais ouais, je suis pas trop là-dedans. J'essaie vraiment de me dire que tous les petits rituels vont vraiment m'apporter quelque chose d'une manière un peu pragmatique, voilà. Ouais. Donc j'ai une petite préparation, ça se passe en 4 temps. C'est d'abord faire des petits mouvements avec mes pieds pour ressentir le talon et les orteils, et de fléchir un peu, parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent quand on est stressé, les jambes, elles flageolent, ça bouge, on est en déséquilibre. Et le fait de se dire, non, là, elles sont ancrées, ça fait un peu fake it until you do it sur le cerveau. Le cerveau, il dit, il fait, si les jambes sont bien dans le sol, je suis pas stressé. Okay. Et ça marche assez bien. Cool. Donc ça, c'est mon premier, on va dire, petit rituel. Après, j'ouvre les mains, parce que souvent aussi, quand on est stressé, on a les mains qui sont qui se crispent. Donc je les ouvre comme Wolverine, ça fait bizarre. Mais ça fonctionne. Pas du tout chelou en train de se préparer, du c'est bon, putain. Voilà, quand on sort les griffes. Et après, la cage thoracique aussi, j'essaye de gonfler un peu ça aussi pour forcer un peu l'assurance, et monter le menton. Voilà, c'est mes 4 un peu rituels pour augmenter la confiance en soi et d'être aussi stable. Et aussi souvent, quand on est dans cette position, c'est des positions qui sont très favorables, on va dire, au mouvement de la danse, quoi. Un peu fléchi, on a le buste un peu aussi en avant pour pouvoir gérer justement le centre du corps. Donc au final, quand on doit danser, on est prêt, quoi, dans cette position. Donc c'est un peu mon rituel. Et sinon, mon rituel, c'est de bien manger avant. Ok. Alors, Tu manges avant, voilà,
Voilà. Et je mange bien, quoi. C'est Non, important, le plaisir. Voilà, quoi. Je sais que si j'ai bien mangé, je suis dans de bonnes conditions. Ok. Donc, voilà, C'est marrant de manger avant Ah oui, c'est... et pas de se laisser plutôt Ouais. l'estomac tranquille. Et puis, alors moi, c'est ma théorie qui est sans doute fausse, mais j'aime bien me dire que si j'ai bien mangé, je suis mieux sur mes appuis parce que je suis plus lourd. Ah ouais, c'est pas complètement bête, hein, Voilà, ça passe. Voilà, c'est un peu... c'est pas du tout l'athlète, la pensée de l'athlète qu'on a, Clairement. mais ça marche. C'est le principal. Chacun Voilà. sa façon de fonctionner, chacun son Exactement. fonctionnement. Énorme. J'ai vu qu'en 2016, tu avais participé au Festival d'Avignon. Oui. Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas quel est le premier temps fort de ta carrière, j'ai envie de dire. Ouais. Si le terme carrière te convient. Parce que ça fait quand même longtemps que Ouais. t'es quand même... D'ailleurs, je sais pas si c'est peut-être bien de le dire aussi. Je sais pas si on a dit que j'avais commencé en 2017. Ouais. Mais non, c'est quand du coup j'avais 16-17 ans. Ouais. C'est le 16-17. Ouais. Voilà. Ah ouais, Du si. coup, ouais, Oui, t'as peut-être que raison. Je pour crois la- qu'on l'a pas dit. On l'a Voilà. pas dit, donc complètement. Du coup, au niveau des 2016, du coup, effectivement, c'était avec Eddie Malem, le chorégraphe. Ouais. C'était un super projet proposé par la fac à Mhm. Toulouse. Cool. Quand j'étais en IUT génie civil. Ouais. Voilà. Et c'était une sorte d'audition qui était donnée parce qu'il avait envie de créer aussi avec des étudiants, avec aussi d'autres danseurs professionnels, mais de mêler justement ces deux corps. Mhm. Et on a pu faire une pièce, donc All Element. On a pu se présenter au Festival d'Avignon dans le IN. Donc c'était super intéressant. C'était super Stylé. intéressant. Et c'était la première fois que... Ma première scène, Ta première scène, ok. et scène en tant que créa, vraiment. Ouais. Et quasiment la dernière, parce que même si j'ai dit que c'était une bonne expérience, j'ai pas du tout aimé la finalité. On hésite toujours quand on dit on veut vraiment être artiste à plein temps. Ouais. Ben là, ça m'a fait dire c'est peut-être pas quelque chose que j'ai envie de faire tout le temps et tous les jours, quoi. Ah ouais, pourquoi de ma vie. Enfin, qu'est-ce qui t'a dérangé dans ce cas-là? Vraiment l'aspect social, déjà. Ok. L'aspect social dans le sens où c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même une très grande colo, même si c'est un peu plus mature, mais on est justement avec toutes ces expériences grisantes, avec ces répètes, où on est très proche, ça Ouais. crée des relations très particulières. Ouais. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, Mhm. mais moi qui suis plus quand même introverti, voilà, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Et Ouais. au final, quand on doit faire des grosses heures de créa, ça représente quand même Beaucoup de temps passé avec beaucoup des de gens. temps, quoi. voilà. Puis les Ouais. transports, les choses comme ça, en fait, je me dis, mais il y a très peu de temps où on danse vraiment. Même où il y a très peu de très peu de temps où on danse pour soi, en fait. Ouais. Parce qu'on doit suivre les directives du chorégraphe. Ouais. Et même, j'avais du mal à trouver du temps pour ma danse. Quand j'arrêtais les journées, j'avais plus envie de danser. Je voulais jouer aux jeux vidéo ou autre chose, mais pas danser. Donc voilà, c'était quand même c'était pas quand même une expérience fantastique. Ouais. Quoi. Bah après, ça, qui t'a permis pour le coup de réaliser certaines choses et Exactement. te dire qu'en fait, peut-être à plein temps, c'était pas ce que tu voulais faire, quoi. Voilà, exactement. Ok. Trop cool. Et bah ouais, je fais le parallèle en même temps avec. Alors, soit j'hésite, soit je fais le parallèle tout de suite un peu avec les études, où on fait tout un chapitre consacré au hip-hop et après on va sur le reste. Mon cœur balance. C'est ça d'enregistrer à 20h un lundi soir. Le cerveau est peut-être un peu moins branché que d'habitude. Je vais rester sur le hip-hop, tiens, ce sera très bien. un autre grand moment, je crois, c'est à Toulouse, en 2018, le Red Bull Dance Your Ah Style. oui. Non, t'aurais pas dit ça? Alors si, en vrai. Ouais. Si, en vrai, parce que c'est quand même un énorme battle. Mhm. Et je pense que ça fait partie aussi des battles où pas mal de gens, on va dire, des grands du monde du hip-hop ont pu me voir. Ok. Mais t'aurais mis quelque chose avant. Non. non, pas forcément. Ok. C'est vrai que... Mais c'est que... oui, Red Bull, c'est un peu à part. Alors peut-être dans le milieu breakdance, c'est assez ancré parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, le breakdance, enfin le monde du breakdance et Red Bull. Ouais. Mais dans le hip-hop debout, c'est assez rare. Donc c'est vrai que le concept même de Dance Your Style, et d'ailleurs il est en constante évolution, le format il change des fois,
Mais par exemple, rien que le fait que le battle se fait avec des musiques qui ne sont pas du tout hip-hop, forcément, c'est avec des musiques de radio, des musiques du grand public, on va dire. Donc c'est un format très particulier. Donc il est intéressant parce que c'est un gros événement quand même, c'est fait par Red Bull, mais en même temps aussi, c'est pas l'événement qui représente le milieu underground, et c'est quand même là où j'évolue le plus. C'est pas un événement puriste de ce que tu fais, quoi. Exactement. Mais par contre, ça reste quand même une grande expérience, et c'est quand même une des premières fois où on me reconnaît quand même. Je le reconnais quand même, Et une fois qu'on te reconnaît, il se passe des choses grâce à ça ou pas? Déjà après, vu que c'était la qualification sud, ça me fait permet d'aller au national, permet d'aller à Paris, exactement, de rencontrer aussi d'autres danseurs, et puis je pense que c'est assez dur de voir vraiment ce qu'un événement nous rapporte, parce qu'il y a toujours une sorte d'inertie, c'est-à-dire que on peut avoir gagné un super événement, au bout de 10 mois, on reçoit rien, on fait mince, alors qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce que les événements, ça met du temps à être fait. Donc en fait, on apprend qu'on est dans les petits papiers, mais que voilà, il y a une petite temps de gestation avant que ça arrive, quoi. Ok. Et j'ai vu que tu étais parti en Chine, c'est ça? Exactement. Pendant 1 an. Cool. Pourquoi? Tu peux nous raconter? Alors ça, par contre, oui, ça a été une expérience vraiment très très riche, on va dire. Alors oui. Donc c'est en 2019 pour le coup. Ouais, exactement. C'était alors comme ça, ça revient un peu aussi sur les études. Comme ça, tu peux garder le parallèle. Suite à l'IUT Génie Civil à Toulouse, j'ai voulu me consacrer vraiment à la danse dans ce moment-là, parce que alors pas avec la créa justement, mais vraiment me renseigner sur la culture hip-hop, et voir ce qu'on peut faire quand même avec ce milieu-là. Et donc c'est ça qui m'a fait décider d'aller, je dis en Chine. Alors oui, il faut savoir qu'en Chine, il y a une énorme communauté hip-hop, et que bizarrement, mais on est très bien payé aussi là-bas. Voilà, d'un point de vue carrière, c'est très très intéressant. Nice. Ils font beaucoup d'efforts. Le hip-hop est très connu dans la population jeune des Chinois. Et donc voilà, je décide de partir 1 an là-bas. Alors ça a été très dur au début. Je pensais que j'allais m'en sortir avec l'anglais. Et non. Du coup, j'avais un visa étudiant où j'apprenais le chinois à côté. Et comme pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Parce que tu étais où en Chine? J'étais à Tianjin, c'est donc à 1 heure de Pékin, quoi. Ouais, voilà, donc c'est une ville vraiment intéressante. Et puis voilà, à côté de Pékin, non, c'était vraiment une très très belle expérience. Donc je donnais des stages, c'est plein de choses. Ouais, donc tu y allais dans le cadre des études, c'est ça? Et t'en as profité pour faire du hip-hop, ou t'as plutôt vraiment choisi parce qu'il y avait du hip-hop là-bas? Voilà, les études, c'était vraiment pour survivre. Le chinois, j'ai eu quand même mon année, c'est un peu l'équivalent d'un LEA en chinois. J'ai passé un concours aussi, donc, ça s'appelle le HSK. Il y a 6 niveaux. J'ai passé le 3. Voilà, donc tu parles un peu chinois quand même. Voilà, un petit peu. Cool. Voilà, Puis quand on parlait au début de se nourrir du contexte, voilà, le fait d'être dans un nouveau pays avec une culture totalement différente et de survivre vraiment là-bas, c'est très très riche aussi pour la créativité. Donc ça a été une expérience très riche. Stylé. Et alors tu disais, ils payent mieux là-bas. Et en fait, comment tu gagnes de l'argent? Enfin, c'est via les battles uniquement? Et est-ce que c'est comme pardon, alors, moi je regarde je regarde le tennis en général, et le tennis, à chaque tour, il gagne de plus en plus d'argent jusqu'à la fin, t'en gagnes beaucoup. Mais donc dès le premier tour, tu peux gagner de l'argent. En tout cas sur les grands chelems, t'as des beaux billets, des beaux tickets. Ça se passe comment dans le hip-hop? Alors c'est trop bien d'entendre ça, parce que justement, nous on aimerait avoir ça en France. Parce que là, actuellement en France, en battle, c'est que le premier qui gagne souvent, et le deuxième, même s'il arrive jusqu'en finale, il a rien. Voilà. D'accord. C'est vraiment cette culture-là. En Chine, il y a pas mal d'événements justement en battle où, déjà, même si on est sélectionné, on récupère un petit billet, et plus on va vers la finale, plus on est payé aussi. Carrément. Et les prices, les prix sont beaucoup plus grands qu'en France. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée complètement. parce que je m'en rends pas compte du tout, quoi.
Bah, par exemple, en France, je pense que ça peut aller de 200 à 500. Et en Chine, on pouvait avoir des 10 000 même. Ah ouais. Voilà. Et pas yuan, Ouais. l'équivalent en euros. Ah ouais. Ah ouais, grosse différence, quoi. Ah ouais. Ouais. Effectivement, oui, en France, ouais, t'en vis pas. Voilà, en France, on En ne vit France, pas en des tout cas, battles. t'en vis pas. Ouais. Voilà, Ok. ouais. Ouais. Ok. On peut vivre de l'internet en spectacle, on peut vivre d'autres Ouais. choses. Ouais. Mais voilà, en Chine, c'est complètement différent. Et puis même après, il y a les cours. Les cours, ça rapporte beaucoup d'argent là-bas parce que rien que la démographie, en fait, il y a beaucoup du plus monde, donc il y a de de la gens, place, voilà, ouais. exactement. C'est très courant d'avoir des classes à 100 élèves, 150 Ah ouais. élèves. Ok. Donc ça chiffre très vite. Effectivement. Et c'est pas impossible de voir des jeunes qui ont un immeuble même entier en Chine. Donc avec leur salle de musculation, leur bar, plusieurs studios. Ok. C'est complètement possible. Ah ouais. Donc ouais, c'est l'Eldorado un peu. Ouais. Y a- Ah ouais, en allant là-bas, effectivement, t'as ouais, y a beaucoup de choses. puis déjà t'inspirer, comme tu disais, de toute la culture, puis même du fonctionnement sur place, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Trop cool. Tu reviens à cause du Covid ou Non, pas à cause Parce que du je me dis Covid. 2019, tu restes un an, bon, bah ça Non, je pense qu'on avait du bon timing. Là, Là, j'ai T'es revenu eu avant. pas mal de chance. Ouais, Ouais. non, c'est parce que tout simplement, le visa Ok. étudiant, il dure un an. Ok, Ouais. ça marche. Il y a une autre compétition, Mhm. si je ne m'abuse, qui te fait gagner les France. Alors, je sais pas, enfin, non, c'est pas le bon terme, si. C'est toujours avec Red Bull. Alors, oui, ouais. C'est Exactement. ça Ouais. qui fait que tu gagnes bah ouais, c'est tout, c'est ça encore le Dance Your Style, comme tu dis, et tu gagnes les France. C'était en quelle année? Parce que pour le coup, j'ai pas le. Alors, C'était l'année dernière. oui, exactement. C'était Yes. l'année dernière. Alors, Tu le dis par contre si je saute, parce que parfois je saute des dates ou des trucs que j'ai pas forcément vus, donc si oui, il jamais. y a un gros événement, Ok, mais c'est la d'accord. même année, donc ça Ok, va bon, encore. ça va alors. Mais... Ça va encore. Mais donc, il y ouais, a un autre gros événement, ouais. ouais, il y a un gros événement, mais sinon pour le Red Bull, ouais, alors là c'était la même compétition que Qualif du Sud, Ouais. sauf que vu que j'ai pu augmenter en niveau, là j'étais plus guest pour la qualification Sud, j'étais directement qualifié pour la finale donc nationale. Okay. Ouais. Et oui, j'ai gagné, je suis content. Mais j'ai gagné cette compétition, mais pareil là, on est toujours quand même encore sur ce format, même si c'est donc 3 années après ou un peu plus même. Ouais. Mais on est quand même sur le même format avec des musiques courantes. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, un truc qui est pas puriste de hip-hopping, quoi. Mais ça restait super, super intéressant et puis une très belle opportunité. Oui. Yes. Bah donc tu peux revenir sur l'autre événement qui était plus important alors. Voilà, donc le Summer Dance Forever, c'est actuellement voilà, le titre qui m'a fait le plus connaître, on va dire. Ouais. C'est considéré comme, je pense, la plus grosse compétition 1 contre 1 qu'il y a dans chaque discipline. Donc c'est un festival. En Hollande. Voilà, exactement, à Amsterdam. Et chaque jour représente une discipline. Ok. Donc on retrouve les branches. Alors là maintenant, il n'y a pas le breakdance, c'est vraiment focalisé sur les danses debout. Ouais. Et il y a aussi une autre discipline qui est arrivée d'ailleurs, c'est le walking, qui est aussi une danse sur du funk. Mais voilà, on a une journée par discipline. Et alors oui, là c'est un très 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 gros niveau. C'était une année particulière où les présélections étaient en ligne. Ah ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de danseurs qui, souvent, il y a, même sur place et tout, il y a à peu près 200 danseurs qui, pour 12 ou maintenant il y a 24 places. Mais ça fait un ratio assez faible. Voilà. Effectivement, ouais. Et vraiment la particularité de cette compétition, c'est pour ça que d'ailleurs elle est célèbre pour ça, c'est que vu que c'est un top 12, il reste 3 participants à la fin des phases. Et vu qu'il y a 3 juges, les 3 challengers défient les juges. Okay. Et les juges, c'est souvent des personnes aussi très réputées. Donc voilà, pour gagner, il faut pas avoir fait juste gagner un battle. Il faut après, il y en a encore un devant les juges. Donc voilà, c'est une compétition. C'est un titre que beaucoup de danseurs essayent d'avoir, quoi. Donc pareil, je suis aussi content de l'avoir. Et donc que tu as eu pour le coup. Voilà. Et oui, là, ça pour le coup, là, c'est vraiment le milieu underground qui voit ça. Donc, mais donc c'était assez drôle, c'était une très bonne année du coup, parce qu'on avait la partie underground, donc l'été, c'était en août.
Et la partie rentrée, non, je crois que c'était même en décembre, je sais plus. Mais c'était en tout cas vers la fin de l'année, avec le Red Bull, du coup, qui représentait un peu ce commercial. Donc c'était une bonne année. C'était une bonne année. C'était une bonne année, oui. Oui. Trop cool. Et alors, pour le coup, est-ce que de ça, tu pourrais en vivre, de cette passion? Oui, Ouais. oui, je pense. Alors, vu que j'ai quelque chose à côté, c'est vrai que je refuse pas mal de choses. Ouais. Mais je pense que si j'acceptais les offres, oui, je pourrais en vivre. Ok. Je pourrais en vivre. Après, voilà, c'est un autre domaine, un autre état d'esprit. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de temps où il faut travailler les réseaux, parce qu'au final, on vend sa personne quand on est danseur. Clairement. Donc là, actuellement, je ne fais pas tout ce travail parce que j'ai autre chose à côté, mais je pense que oui, ce serait possible. Ok. Et ouais, non, on reviendra sur tout ça. Juste, tu peux, parce qu'on parle de battle depuis tout à l'heure, on n'a pas vraiment expliqué comment ça se passait. Oui. Tu peux nous expliquer comment se passe un battle? Ouais, complètement. Alors souvent, ça commence avec des phases de présélection, Ouais. avec donc des juges qui sont réputés dans le domaine, donc où on passe 1 minute ou voire moins, c'est très rapide. Purée. Et voilà, ils sélectionnent ceux qui pensent pouvoir continuer la compétition. Ouais. Souvent, c'est soit top 8, top 16 ou top 32. Donc, souvent, en Asie, c'est top 32. Il y a 30, parce qu'il y a beaucoup de participants. Et en France, c'est des fois top 8, top 16. Et les juges, souvent, il y en a 3. On essaye d'avoir des nombres impairs parce que c'est eux qui décident. Et en levant le bras, en fait, à la fin des passages, ils vont lever le bras à gauche ou droite. Et donc souvent, vu qu'ils sont impairs, on évite les égalités. Ouais. Donc voilà, le but, c'est un question-réponse. Donc on a des musiques qu'on ne connaît pas. On danse un passage, l'autre répond. Et si on est vers les demi, ou il y a 2 passages peut-être. Mais voilà, c'est un question-réponse en pure impro. Ok. Et à la fin, donc, les juges désignent du bras le gagnant. Ça se passe comme ça. Tout simplement, j'ai envie de dire. Voilà, très simple. Ok. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, que l'année dernière, tu as gagné ces 2 titres? Comment t'expliques C'est une très bonne question. Je ne me l'explique pas encore. Ok. Je pense qu'il y a quand même, il faut être honnête, qu'il y a quand même un facteur chance. Parce que c'est juste un jour, un moment T. Et donc, il y a tous ces paramètres justement qu'on ne contrôle pas qui sont là, qui sont bien présents. Et donc, ouais, je pense qu'il faut savoir aussi quand même que je l'ai tenté beaucoup de fois avant. Voilà, j'ai participé au moins 4 fois, je pense. Yes. Et sans jamais avoir réussi à passer les présélections, par exemple. Ah ouais, voilà, donc cette-ci, c'était la bonne, quoi. Voilà, c'est exactement pour dire ça. Tout était aligné. Voilà, après, je pense que je parlais un peu de période de gestation ou de digestion, je dirais. Et là, je pense qu'aussi, c'est le moment où j'ai vraiment digéré la Chine. Je pense cette phase-là, cette période. Et donc, j'étais prêt, je pense, à sortir les mouvements, cette créativité en fait qui avait mûri, on va dire, pendant cette période-là. Bon, après, ça, c'est ce que je pense et ce que les gens me disent aussi autour de moi, ceux qui me connaissent. Ouais. Après, en vrai, je me pose pas autant de questions. En vrai, je fais. Et ok, cool s'il y a du résultat. Mais moi, ce qui m'importe vraiment, c'est de me dire que, ok, là, j'ai progressé. Oh, il y a encore des nouvelles choses à faire, hein, et de continuer le processus, quoi. Ouais. Voilà. Stylé. Et ouais, la victoire, t'as fait quoi? T'as fait quoi de gagner? Alors, c'est très étrange d'ailleurs. C'est la photo où on peut voir, j'ai très peu de réactions. Parce que je pense que je l'ai pas réalisé du tout. Ok. Donc j'ai eu une période où j'ai pas du tout réalisé, parce que je revenais à mon quotidien et voilà, je dis ok. Mais après, ouais, c'est vrai que ce qui m'a fait bizarre déjà, c'est sur les réseaux sociaux. Quand même, il y a eu beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. Ça a très vite grimpé dans les stats. Et je pense je vais être honnête, il y a une petite phase où c'était pas si heureux que ça, dans le sens où à la base, moi, je voulais juste, je danse dans ma chambre. Voilà, j'ai toujours en tête ma salle de bain où je danse sur du dubstep. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, d'arriver dans ce niveau-là, on va dire, dans
cette progression et de se dire que ah ouais, maintenant on est dans certaines sphères, c'est un peu plus médiatisé. Je pense que ma chambre me manquait, il me manque encore un petit peu, mais voilà, c'est quelque chose aussi il faut s'adapter. Ouais. Donc ouais, ça m'a fait ce petit paradoxe, on va dire, entre quand même c'est bien, on est content du résultat, mais en même temps il y a ce nouveau monde en fait qui nous attend, quoi. Une visibilité pas forcément appréciée, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas que c'est pas pour ça que tu le fais, quoi, de toute façon. Voilà. Et puis je comprends, ça demande aussi de l'énergie. Tout à fait. Et c'est pas forcément sur ton téléphone que tu as envie de la mettre. C'est exactement ça, oui. Voilà. Je comprends, normal. Et ouais, est-ce que tu as un style à toi que tu arrives à définir? C'est toujours quand même... Alors même si là je parlais du contrôle corporel, il y a plein de styles différents dans le popping. On a y a des jeux de jambes, donc des steps, d'autres effets qui n'ont rien à voir avec vraiment le contrôle corporel. Donc du coup c'est mon style, on va dire une des branches qui m'a inspiré le plus. Donc mon style serait quand même vraiment axé sur le contrôle musculaire, sur les effets visuels. Après, j'aime bien composer en fait avec des mouvements simples et en faisant plusieurs mouvements simples mais imbriqués d'une manière différente, on arrive à trouver des choses plus complexes. Ouais, on va dire que ce serait plus ça mon style. Après, je le définis comme ça parce que c'est comme ça que je travaille. Mais ça se trouve, des personnes qui vont voir mon style ils vont dire complètement autre chose. Donc voilà. C'est ta perception. Voilà, exactement. C'est ma perception. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Yes. Et je suis pas sûr qu'à un seul moment on ait mentionné ton nom de scène. Peut-être au début. Au début. Ah oui, tu l'as dit au début, pardon. Bien vu. Pourquoi ce nom, Soyuz. Alors, j'ai parlé de Tommy aussi, qui était à la base. Donc, on a trouvé, ou il a trouvé ce blaze-là, comme on dit. Yes. Alors, au début, il parlait beaucoup de choses dans l'espace, parce qu'il me trouvait bizarre. Et j'étais venu en cours de route et je prenais tous les cours. Et donc, j'étais arrivé un peu comme ça, très vite. Et donc, il voulait trouver un truc bizarre. Un truc qui venait pas de ce monde-là. Et à un moment donné, il y avait sur les journaux écrit Soyouz, qui est le satellite russe. Et donc voilà, ça vient de l'espace. 2 syllabes, facile à retenir. C'est parti. C'est parti. Ok, tout simplement. Voilà. Et donc oui, c'est la seule signification, mais qui est déjà pas mal en vrai. Alors oui, c'est très drôle des fois quand je vais dans des compétitions internationales, on me parle russe. Ok. Parce que vu que j'ai le teint clair et que les yeux clairs, on pense que voilà. Donc, je dis non, désolé, je ne suis pas russe. et apparemment du coup on m'a donné un autre sens parce que Soyouz ça veut dire union aussi, donc en russe. Donc il y en a, ils ont trouvé des choses avec l'union, mais je sais pas trop quoi. Ouais, bon, voilà. Écoute, pourquoi pas, l'union des gens qui te regardent danser, j'en sais rien. Peut-être, exactement. Nice. Et est-ce que tu peux nous parler du Global Movement aussi? Ouais, Global Movement. Alors, c'est une association à Bordeaux, maintenant, je crois, elle a plus de 10 ans d'ancienneté, qui propose des cours et ils ont réussi à faire le mariage entre l'underground et le commercial. Donc, quand je dis il y a Julien, donc Julien qui est incroyable, qui a fondé Global Movement, qui qui a fait vraiment le passage entre l'underground et le commercial. C'est super intéressant d'avoir cette chronologie dans sa danse. Et puis aussi du coup Charlotte qui l'aide et tout. Donc c'est ces 2 personnes vraiment qui ont monté cette structure. Donc c'est à Bordeaux. Il y a beaucoup de choses qui se font. On a créé des événements. Et moi en fait je les ai rejoints il y a 1 an et demi. Maintenant c'était ce que je voulais faire, mon studio, faire mon truc. Mais je me suis dit mais en fait il y a eu déjà beaucoup de choses sur Bordeaux. Ça sert à rien de refaire quelque chose. Est-ce que ce serait pas quelque chose un peu sur l'ego en fait, de se dire refaire une structure. J'ai ma propre structure, ouais, voilà, un peu comme ça. Et donc je me suis dit non mais j'ai déjà donné des cours avec eux, ça se passe super bien, mais pourquoi pas s'allier en fait. Donc du coup j'ai proposé à Julien de s'allier et puis ça fonctionne bien, on travaille bien ensemble et
Et ouais, il y a plein de choses qu'on va essayer de monter quoi, Yes. sur Bordeaux, ouais. Chouette. Et donc tu donnes des cours à côté, enfin, c'est ça, Voilà. Enfin, t'interviens en donnant des cours, c'est ça? Alors j'ai changé un peu de système, d'ailleurs avec Julien aussi, on s'est trouvé ça. On a compris que quand on donnait des cours d'une manière vraiment régulière, il fallait recommencer chaque année en fait, quelque chose. Ouais. Donc là, on essaye de trouver d'autres concepts. Ok. On donne moins de cours. Mhm. Moi, je donne par exemple là maintenant un cours qu'une fois par mois, sous forme de workshop, alors qu'avant, je donnais une fois par semaine. Ouais. Et le reste du temps, j'essaye d'accompagner les danseurs qui ont envie de voir ça. Donc j'essaye de les emmener dans des voyages où je vais. Donc là, par exemple, cette année, je suis allé aussi au Summer Dance Forever. Et il y a 5 élèves de Global Movement qui sont venus avec moi. Yes. Donc voilà, j'essaye de prendre le temps qui reste, tu vois, pour faire d'autres choses et de montrer vraiment l'intérieur et pas juste être devant le miroir, ce qui est cool, mais c'est pas vraiment la fondation du hip-hop, comme on a pu dire. Donc voilà, qui voit aussi cette autre facette du hip-hop. Ok. Et justement, ça fait penser, tu parles de miroir. Est-ce que toi, il y a un moment où tu as dansé qui t'a plus marqué qu'un autre? Je sais pas, parce qu'on on disait le hip-hop, c'est les gens qui dansent dans la rue au départ plutôt. Est-ce que toi, tu l'as déjà fait? Est-ce que Ouais, j'ai fait des street shows Ok. Sur toute la côte. Ok. J'ai fait Royan au début, on a fait beaucoup Montalivet, donc des street shows, une musique, une la enceinte. West Coast française. Exactement, ouais. C'était exactement ça l'ambiance. Voilà, petit barbecue et après hop. Yes. Toujours important, manger avant de danser. J'adore. Voilà, la bonne West, voilà, la West Coast franchouillarde, le petit barbecue avec les saucisses et hop, c'est parti, on danse. Mais ouais, j'ai fait ça. J'aimerais bien en refaire d'ailleurs. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'était pas évident. C'était compliqué, ouais. Mais ouais, j'ai pas mal dansé en rue. Mais sinon, je pense que le meilleur moment, c'est quand je dansais chez mon papa, quand j'habitais chez lui. Il est artiste, il fait de la musique et il peint. Et il avait son atelier et moi je m'entraînais dans la chambre et je sais pas, il y avait une sorte d'effervescence de créativité. Quand j'allais boire un peu, je le voyais créer. Quand lui il passait dans la chambre pour aller à la salle de bain, il me voyait danser, il me disait des choses, moi je lui disais des choses. Voilà, ça c'était... Voilà, dès que je rentre dans cette chambre, je sens la créativité, ouais. Stylé. C'est marrant, je trouve, le paradoxe, voire l'opposition entre les battles et le fait d'être en public. Et en fait, ton besoin d'être plutôt... Enfin, t'es plutôt introverti, je me permets de le dire, parce que tu l'avais dit, je l'avais déjà vu. Et c'est marrant ce paradoxe entre les deux, je trouve. Ouais, alors... Par exemple, quand il y a des cercles en petit comité, je stresse beaucoup. Je suis vraiment pas à l'aise. Mais quand il y a des gros événements avec beaucoup de gens, en fait, j'ai l'impression que le public, c'est comme une masse. C'est une seule entité. Donc, ça me fait pas vraiment bizarre. Ça, c'est ce public, en fait. Et puis même avec la musique forte, ça... Les lumières aussi, j'imagine. Enfin, t'as quand même un tout, quoi. Voilà, et tout ça, en fait, ça nous fait rentrer un peu en état de transe. On est coupé de monde, mais en même temps, on est super ouvert pour trouver l'énergie dans ce contexte. Donc, il y a ce petit paradoxe, mais pour moi, il fait un peu chambre, office de chambre. Quoi. Tout ce truc, ça remet dans un état où on est un peu seul face à soi-même. Ok. T'as déjà dansé sans ta casquette? Ah, complètement, oui. Ouais. Okay. Ah, oui. En fait, je vais jusqu'au bout du parallèle et de mon idée, je me dis c'est une sorte de potentiellement de aussi protection, enfin ou pas, et tu sais d'avoir peut-être qu'avec ça t'as mon éclairage, ça rappelle peut-être un plafond de la chambre. Alors, je vais chercher loin là. Alors, en fait, ça fait partie de mes rituels totalement fonctionnels. Ok. Bon, maintenant, ça fait longtemps. Ça fait d'ailleurs les premiers street shows que je mets la casquette. Ouais. Déjà, le street show, quand il fait du soleil, c'est super efficace. Voilà. Côté pratique de ouf. J'adore. Voilà, complètement. Et donc, il y a 2 ans, je m'étais laissé pousser les cheveux et ça sortait de partout. C'était pas vrai. Et donc, maintenant, je me suis complètement rasé. Ah ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Je confirme. Je vois le crâne rasé. Et comme ça, au moins, c'est parfait pour mettre la casquette. Ouais. Et en plus, il y a quelque chose d'autre aussi qui me dérangeait avec les cheveux. C'est que la sueur sur les gouttes, voilà, la petite gouttelette qui tombe après dans l'œil. Ouais. Mais ça, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, quand on se rase complètement, je pensais être débarrassé de tout ça.
Et en fait, Et tu continues de suer. et l'eau, en fait, il n'y avait aucune résistance, donc ça tombe directement dans les yeux. C'est Et donc, encore pire. là encore, revient à la casquette. Ok. C'est peut-être pas ouf de dire ça, mais ça éponge. Du coup, voilà. Mais au moins, on est protégé de la sueur quand on danse, on n'en a pas dans les yeux. Et puis, ouais, je fais beaucoup de vélo aussi, donc voilà, c'est pratique aussi avec le vent, le soleil. Carrément. Voilà, c'est un très bel outil. Alors, bizarrement, il y a beaucoup de phases de danseurs qui utilisent la casquette. Moi, non. Ah ouais. Donc, je ne l'ai pas utilisé pour ça. Ok. Mais ouais, d'un point de vue fonctionnel, oui, c'est vrai que des fois aussi, quand on a envie on baisse la tête, la visière aussi, c'est vrai que ça donne quelque chose aussi. On peut mieux travailler les internes comme ça. Ouais, bah ouais, carrément. Chouette. J'ai envie de... Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a quelques mois, je crois, 3 mois, quelque chose comme ça à peu près. On a parlé de ce que tu faisais pour le coup, et tu disais que tu continuais d'être dev pour garder les pieds sur terre. Ouais. Alors, mais ça revient un peu sur la première phrase sur les tracteurs, les choses qui tournent. C'est aussi pour ça que j'ai fait UT Génie Civil. Et je voyais les machines, faire les ponts, les choses comme ça. C'est ça qui m'attirait. Et même après cette phase où je dansais, après la Chine, j'étais un peu perdu, on va dire. Je me suis dit, il me manque quelque chose. Ouais. Et un ami m'a montré la geekerie, l'ordinateur. Je n'étais pas vraiment à fond dessus, mais au début, je connaissais pas trop, je jouais juste aux jeux vidéo. Mais il m'a montré ce qu'il y avait vraiment en dessous du... Yes, donc, derrière le jeu, toute la construction et tout. Voilà, donc là, on retournait un peu là-dedans. Et au final, ça m'a beaucoup plu, ça me plaît encore énormément aujourd'hui. Ouais. Et je me suis trouvé un équilibre dans... Voilà, le code pour l'esprit et voilà, la danse pour le corps. Il y avait vraiment quelque chose qui a un équilibre. Et je ne sais pas pourquoi je le mets d'ailleurs au passé. Ça marche beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être que c'est aussi ça qui m'a donné cette créativité l'année dernière aussi. Okay. Parce que pour aller au Summer Dance Forever, je sais que je faisais mon mémoire dans le bus. Ah ouais. en y allant, ouais, voilà. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et j'étais plongé dedans. Mais voilà, le développement, il y a une énorme part de créativité. Aussi, c'est quelque chose de nouveau comme le hip-hop, donc il y a tout à découvrir, il y a plein de nouvelles technologies, plein de nouvelles choses à voir. Donc je retrouve la même impression que quand je commençais le hip-hop et le popping. Ouais. Et puis voilà, ça fait fonctionner le cerveau, quoi. Ça fonctionne le cerveau et ça, pareil, nouveau contexte, une nouvelle nourriture, quoi. Donc ouais. Carrément. Et alors, est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que fait un développeur web, est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais, complètement. Est-ce que tu es même développeur web, full stack ? Voilà, ouais. Et même maintenant, du coup, DevOps, j'ai fait ma petite transition. Yes. Alors, développeur web, ça peut être tout, en fait. Là où je suis, donc où je travaille comme CodeBuds, c'est une boîte d'expertise, donc on fait plein de choses différentes. Donc développeur, ça peut être du mobile, ça peut être donc oui, des sites, ça peut être aussi donc, des web apps avec plus du serveur, ça peut être plein de choses différentes. Ouais. Et le DevOps maintenant aussi, c'est que je récupère le code qui permet de faire ces web apps justement et toutes ces choses-là et comment les mettre en ligne, les déployer. Et en fait, DevOps, c'est juste une diminutif de développeur et opérateur. L'opérateur qui mettait le code dans des serveurs. Et donc, lui, c'est celui qui fait le lien, en fait, entre les développeurs et les opérateurs. Donc voilà, c'est ce que je fais actuellement. Ouais. Ok. Et donc, pour essayer de le dire ça avec des mots où ma maman comprendrait, c'est de dire que c'est tout ce qu'on peut voir en site internet et en application pour que ce soit joli et que ça fonctionne. Alors voilà, ça, si c'est côté client, c'est le côté front-end, justement. Ouais. Et le côté qu'on ne voit pas avec de la logique métier, tout ce qu'on dit, les algorithmes et tout. Donc là, c'est le back-end. Et le mélange des deux, c'est ça qui fait le full stack. Voilà. Très bien. Parce que bon, quand même, il y a des personnes qui parlent de plein de termes. C'est un autre monde aussi. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ok, et donc là, pour le coup, tu es encore en alternance. Voilà, exactement. Il te reste 1 an, c'est ça? Voilà, je suis en master de DevOps. Ok. Et dans 1 an, tu sais déjà ce que tu veux faire. Est-ce que tu continues de faire les deux en parallèle? Est-ce qu'il y en a un qui va prendre le dessus? Je pense que non, je vais garder l'équilibre. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Par contre, je le ferai plus que jamais parce que quand même, les cours, c'est une 3e partie que j'avais envisagée mais qui ne me plaît pas de plus que ça, on va dire.
Quand on reprend quand on redevient étudiant, c'est vrai que c'est pas le côté le plus marrant. On a envie quand même d'assez vite d'avoir du résultat. Clairement, et de surtout revenir toi, sur de ce que j'ai cru comprendre. voilà, de revenir sur le marché pro, quoi. Ouais. Et donc je pense que l'année prochaine ça sera encore plus, j'aurai du temps pour la danse et pour le code aussi pour moi, ouais. Yes. Ça sera encore plus. Et donc quand même passer plus de temps sur la danse pour le coup, un peu. Oui, complètement. Ouais. Ok, cool. Et tu dirais quoi à des gens qui ont envie de... Enfin, est-ce que tout le monde peut danser ? Oui, complètement. Ouais. Mais même, je dirais, juste bouger. On écoute la musique, juste mais hocher la tête, marquer du pied, c'est danser déjà. Ok. Ouais. Yes. Tout le monde peut le faire. T'as déjà fait des ateliers avec plein de personnes comme... Enfin, tu l'as dit en Chine peut-être, mais t'as tout le monde... où tu fais danser tout le monde avec des petits moves de départ et après, ça doit être hyper stylé ça. Ouais, c'est... Ou même avec des personnes qui sont pas forcément là pour danser. Oui, mais ça marche souvent comme ça justement parce que le hip-hop c'est dans des soirées. Donc très vite on peut être par exemple un live band et il y a une bonne musique, un petit pas qui se lance et tout le monde suit. Même sans le parler le hip-hop, mais le Madison c'est comme ça. Carrément. Voilà, donc ça arrivé plein de fois et c'est comme ça que d'ailleurs des nouveaux pas se font. Clairement. Ça me fait penser pour le coup à Christine Acide qui est chorégraphe et je sais qu'elle anime des ateliers et pour le coup j'ai vécu l'un des ateliers où après avoir fait l'une de ses œuvres, enfin que ses danseurs aient dansé devant nous pendant une bonne vingtaine de minutes, et ben après elle a fait venir tout le public et en mode elle a mis de la musique, elle faisait allez faites un pas, imaginez que vous êtes dans l'espace, trop bien. imaginez que vous êtes heureux, que vous êtes triste, qu'est-ce que vous faites comme type de mouvement et tout, c'était hyper cool. Enfin, pour le coup c'est vrai que et même, je raconte l'histoire jusqu'au bout, il y a une petite de, je sais pas, elle doit avoir 7-8 ans, qui a dansé toute seule, tu vois, elle lui a proposé. Et elle a dit à tout le monde, reproduisez les mêmes pas que la petite. Et là, elle lui dit, là, tu vois, tu es chorégraphe. Trop bien. C'est stylé. Ça fait des belles expériences déjà très jeunes. Bah ouais, c'est clair. Bon, je trouve ça trop cool, tu vois, de pouvoir transmettre comme ça aussi et de donner envie, pour le coup, à des plus jeunes de danser, quoi. Voilà, bon, parenthèse fermée, mais ça fait le parallèle entre les deux. Tu ressens quoi quand tu danses ? Complètement rien. Ok. C'est-à-dire que je commence, je finis, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Ok. C'est vraiment ça. Alors ça, c'est côté scène. Oui. Sinon, après, je peux dire que c'est vraiment un exutoire après se défouler. Donc quand je ressens, c'est des émotions de la journée qui sortent. Et je ressens ça, mais et puis aussi le fait de concrétiser des sensations et justement des mouvements qu'on voit dans la rue, retracer un peu, ça fait un peu comme un journal intime. On retrace la journée, voilà, ça, donc je ressens ça. Et sinon sur scène, il y a ce côté trans comme on parlait, donc je sais pas du tout ce que je fais. Souvent d'ailleurs je regarde les vidéos après, je fais c'est moi. Ok. Ah ouais. Et c'est comme ça que d'ailleurs j'apprends des nouveaux pas. J'apprends en regardant moi comme si c'était une nouvelle personne. J'ai fait ça. Mais je peux peut-être le développer, le récupérer. Énorme. Ok. Tu te laisses vraiment transporter. Ouais, tu as parlé de trans, mais c'est ça qu'en fait. Enfin, tu ouvres un truc au moment où tu commences et tu te laisses transporter par ce qui se passe, par ton corps et la musique, sans réfléchir. Stylé. Je trouve ça énorme de te regarder après pour dire ah ouais, j'ai fait ce move là. Ah ouais, cool. C'est moi, Énorme. Et alors tu as parlé tout à l'heure mais de Scott Marquise. Il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré pour faire ce que tu fais ou... beaucoup. Alors, beaucoup mes proches, en fait. Okay. Donc, mon binôme, Linso Sax, par exemple. Sofiane, qui est un danseur de Bordeaux aussi, qui m'a beaucoup inspiré. Même, d'ailleurs, un de mes mentors, Ange El Funky Juice, s'appelle, à Paris, et qui m'a pris sous son aile pendant 2 semaines au 104. Stylé. Qui est un danseur incroyable, qui était un danseur des NTM, qui sait tout danser, tout faire. C'est incroyable. C'est un peu notre but à tous d'être lui plus tard, quand on aura 50 piges, comme lui. Et puis sinon sur YouTube, parce que c'est vrai quand même on danse. Je fais partie quand même de la culture YouTube où j'ai appris beaucoup là-dessus.
les créateurs, on a Skitter Rabbit qui est aussi un danseur en de-locking aussi qui m'a beaucoup... j'ai vu pas mal de vidéos de lui, bizarrement. Il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs qui lisent ça. Et donc, il y a eu pas mal de gens sur YouTube. Et après, c'est beaucoup de vidéos en replay. Et des fois, même, je reconnais même pas les noms. Ok. Des fois, je les revois en vrai et je fais « Ah, c'était lui !» Mais les noms, j'ai beaucoup de mal. Ok. Les noms, j'ai beaucoup de mal. Donc, c'est pour ça que les personnes autour de moi m'inspirent beaucoup aussi, parce que je les reconnais vite et je les vois souvent. Voilà. C'est mieux pour la mémoire. Effectivement. Ok. Et tu disais que le Graal, c'était de ressembler à cette personne, à celui dont tu mentionnais tout à l'heure. Angèle Fonkic. J'avais pas retenu le nom. Et c'est quoi le Graal, c'est ça, mais c'est quoi vraiment dans l'idée? C'est dans les années à venir, c'est de gagner une grande compète, de faire une grande scène, je sais pas comment, c'est quoi le Graal en hip-hop? Waouh. Je pense que il y en a pas beaucoup en fait. C'est justement, je pense que tout danseur pourrait dire quelque chose de différent, mais moi c'est vraiment le côté progression, quoi. Ok. J'ai vraiment cherché les limites. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça le Graal. Okay. C'est l'objectif inatteignable, en fait. Yes. Donc, pour moi, c'est ça. Et je pense que quand même pas mal de danseurs peuvent partager ce constat-là. Après, en termes de compétition, je sais qu'il y en a qui veulent vraiment gagner toutes les compétitions, avoir tous les trophées, ce qui est aussi super. C'est incroyable aussi. D'autres, ça va te faire vraiment de la scène et de se dire non, là justement je serais peut-être chorégraphe. Moi c'est vraiment c'est pour ça que j'ai pas voulu être dans la créa, parce que même aussi je me suis pas senti légitime. Pour moi c'est quelque chose limite de très égoïste en fait. C'est un besoin que j'ai vraiment de danser. Je suis content d'avoir une scène où je peux danser, mais à la base c'est vraiment un plaisir perso, quoi. C'est mon petit jardin. Donc je suis content d'ailleurs que certaines personnes voient pas certains de mes entraînements. C'est mon petit jardin secret, quoi. Voilà, donc pour moi c'est ça c'est la progression et le fait d'être content après un entraînement. Stylé. C'est vraiment c'est impressionnant comme ce côté intérieur extérieur, je trouve, est vraiment hyper présent. Je trouve ça hyper cool. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui ont une passion en tête, mais une passion plutôt artistique, et qui aimeraient potentiellement en vivre, en tout cas en faire régulièrement, comme tu peux le faire? Ouais, lire de la philosophie. Ah ouais. Ouais. Okay. Complètement. Énorme. Ouais. C'est pas une connerie, c'est vraiment non, ça. Vraiment. Okay. Vraiment. Et voyager. Okay. Voyager. Mais ça va vers la philosophie aussi. Ça va vers la philo. Parce que alors, moi aussi, une des phrases qui m'a beaucoup apporté, c'est... Alors, je pourrais plus citer le nom, parce que ça s'applique aussi également dans la philosophie. À tout le monde, oui. De nom. On l'aura compris. Mais cette phrase de dire... donc là, par contre, ça vient de l'Antiquité des Grecs, c'est de dire que le premier des arts, c'est la nature, et on appelle ça le pneuma divin, donc un souffle créateur, et que c'est lui le premier des arts, et tout découle de ce premier des arts. Et je trouve que cette phrase de se dire que non, il y a quelque chose de grand et de fort autour de nous, on voit la nature, et en fait tout ce qu'on fait, c'est qu'une sorte de réplica de ce qu'il y a. Quand on voit la foudre, les volcans, tout ça c'est incroyable. Et de voir cette nature et cette force, c'est ça qui inspire. Et donc j'ai du mal des fois à comprendre, même de dire de s'enfermer dans un atelier par exemple et faire de créer, c'est incroyable. Et du coup là on est sur un besoin d'exprimer, mais je trouve que vraiment cette créativité de bouger, de voir plein de choses, et qu'avec la philosophie justement c'est d'essayer de comprendre les choses de ce monde. Mais ça justement c'est une nourriture mais grandiose pour la créativité, je pense. Et donc tu continues de lire de la philo? Beaucoup. Ouais. Ok. Beaucoup, et de me nourrir de plein de choses. D'ailleurs, là, il y a la semaine dernière, j'ai mangé avec un prêtre, le père Kit. Ok. ouais, là. C'est incroyable. Ouais. Le père Kit qui
qui est à Talence et on a mangé ensemble. On a parlé de philosophie, on a parlé de plein de choses. Et ouais, ça m'inspire beaucoup. Et je pense que, surtout dans une époque où il y a beaucoup de choses qui nous entourent, de diversion, on va dire, d'avoir... de se nourrir de choses vraiment extérieures comme ça et de spirituel, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour la créativité. Ouais. Ok. Alors, et spirituel au-delà de la philosophie, ou t'associes la philosophie au spirituel ou non? Ah ouais, les deux, ouais. Okay, d'accord. Ouais, pour moi, alors c'est peut-être parce que justement j'ai beaucoup lu des Grecs, mais pour moi c'est tout est mélangé, la littérature, les mathématiques, les sciences, tout ça c'est lié en fait. Avant, on faisait pas toutes ces distinctions. Bon, maintenant, c'est parce que si on allait tellement loin dans les domaines spécialisés, il faut faire quand même la distinction. Mais je trouve que c'est intéressant de retrouver ce tout en fait. Ouais, donc. Okay. Et tu aurais un premier livre à recommander à quelqu'un qui lit pas encore de la philo? Parce que la philo, ça peut faire mal à la tête au départ quand tu commences. Ouais. Peut-être Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Ouais. Ok. Ouais. Parce que ce livre, c'est quand même incroyable d'avoir un empereur romain philosophe et de voir comment sa vie, Parce que souvent, la philosophie, c'est soit très, très théorique, très dur à comprendre et très peu éprouvé, en fait. Très peu de philosophes, en fait, agissent selon leur dire, en fait. C'est vraiment très théorique. Donc, c'est super intéressant de voir quelqu'un d'aussi puissant à l'époque qui... et dirigé par cette spiritualité de la philosophie, quoi. Donc ouais, je pense que c'est le premier livre vraiment cool, ouais. Yes. C'est tes 3 passions, t'en as d'autres? Parce que j'ai l'impression qu'on a le dev, le hip-hop, maintenant il y a la philo qui apparaît. Ouais. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas. La nourriture. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un besoin pour être plus ancré? C'est peut-être même plus important que tout, en fait. Alors, quel genre de nourriture? Je préfère un bon plat qu'un livre, faut être honnête. Ok, d'accord. Ouais, allez, disons-le. Faut être honnête. C'est la nourriture. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi. Pourquoi c'est important? C'est ça qui fait voyager aussi. Oui, c'est vrai. Le fait de découvrir plein complètement. De bons plats. Waouh. La nourriture, c'est quelque chose. Je pense que c'est 30% de mes conversations de la journée et ce qu'il y a dans mon esprit. Énorme. Et en même temps, on fait que dire que l'estomac est le deuxième cerveau quand même. Donc, j'y crois profondément. On l'aura compris. T'aurais quoi à dire? Alors là, pour le coup, je demandais à quelqu'un tout à l'heure plutôt dans le secteur artistique, mais plus largement à des personnes qui ont une petite voix qui leur dit allez, vas-y, lance-toi, essaye. Parce que dans l'idée des personnes qui écoutent, souvent il y a quand même pas mal de gens qui sont liés plus ou moins à l'entrepreneuriat. Et pour moi, je le dis souvent, j'appelle les personnes que je reçois des entreprenantes et des entreprenants, parce que pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre. Et donc, il y a des personnes qui ont une voix qui leur parle et parfois qui n'y vont pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Parce que toi, tu as osé. Ouais, et d'ailleurs, c'est depuis pas très longtemps que j'essaye de vraiment conscientiser ce côté-là, de se dire qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé aussi. Et bizarrement, c'est avec le développement aussi que j'arrive à trouver les termes, en fait. Parce que souvent, on a l'idée, mais mettre des termes, c'est plus dur. Et je pense qu'il y a là, quelque chose en ce moment qui fait écho, c'est un terme qu'on dit beaucoup en dev, ça s'appelle le KISS. Et c'est Keep It Simple, Stupid. Et je trouve qu'il est incroyable, en fait, ce terme, parce que souvent, on essaye on pense beaucoup de choses, on essaye d'anticiper beaucoup de choses. Et en fait, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent. C'est vraiment les choses qui sont les plus simples. Et ce qui est incroyable avec les choses simples, c'est qu'on peut les exécuter très rapidement. Et d'avoir quelque chose, un retour d'expérience très rapide. Et en fait, c'est ça la valeur des choses pour moi, c'est que, par exemple, quand on me demande pourquoi ça a marché dans la danse aussi, et qu'on me dit « Ah ouais, mais tu gagnes beaucoup de battles, de compétitions », mais je fais « Ouais, mais j'en ai fait 300, j'en ai perdu tellement là-dedans. » Je demande « Mais t'en as fait combien ?» J'en ai fait 30. Mais 30, mais c'est normal en fait d'avoir... Mais ça se trouve, si 30, t'en as perdu 15. Mais moi, j'en ai perdu autant. C'est le même ratio, c'est juste que j'en ai fait beaucoup. Que si t'en as perdu 15, t'en as gagné 15. Mais si j'en ai fait 300, j'en ai gagné 150. C'est la même chose en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ça, quand on se lance dans quelque chose,
c'est de faire des petites expériences simples, mais beaucoup. Et comme ça, il y a beaucoup de feedback qui arrive. Et au final, je trouve que c'est ça qui fonctionne. Et puis, c'est toujours agréable de faire des choses, d'avoir du feedback. Parce que théoriser des choses très longtemps et d'être coupé du monde et d'avoir ça peut être parfois aussi frustrant. Clairement. Et justement, on n'a parlé que de tes victoires. Ouais. Ça peut être cool de parler un peu de défaites. Ah ouais, c'est les meilleures. Même maintenant, vraiment, c'est les meilleures choses. Se retrouver dans un bel échec bien beau, bien probant. Ah ouais, c'est de bien se remettre en question, c'est agréable aussi, quoi. Il y a quand même cette part, quand on est dans le processus de s'améliorer aussi, mais des fois, quand même, il faut quand même gagner aussi, il faut avoir du succès. Mais ouais, les échecs, déjà rien que aussi le fait d'avoir pas terminé l'UT de génie civil à fond, c'est de se dire, c'est un petit échec quand même, de se dire quand même sur son orientation. Tu l'as pas terminé, pourquoi ? Parce que déjà il y avait la danse déjà qui y avait des petits contrats qui étaient assez qui faisaient plaisir et qui attiraient vers Paris, la capitale, donc c'était intéressant. Et puis aussi parce que je me suis redécouvert un nouveau truc là-bas, c'était l'acoustique. Et on m'a appris que c'était juste une option et que si je voulais vraiment faire ça, il fallait que je refasse une autre école qui était à Caen ou je sais pas. Donc j'étais un peu en mode, ah mince, dommage. Mais bon, il y a plein de... Peut-être dans une autre vie. Exactement. Ou dans 2 ans. Non, T'as vu la vitesse à laquelle t'es allé sur le hip-hop On sait jamais. Ouais, après, sinon, en échec, en compétition, je me suis pris des... Mais là, rien que là, cette année, où j'ai dû remettre mon titre en jeu, justement au Summer Dance Forever. Et un très grand danseur que j'adore, des premiers danseurs que ma mère m'a montré d'ailleurs, qui s'appelle Nelson. Et on va dire, il m'a mis une belle fessée. Voilà. Une belle leçon. Mais voilà, c'est... Donc ouais, c'est un échec aussi. Et je pense que ça redonne la motivation justement aussi. Donc ouais, après c'est dur parce que vu que c'était pas des vrais échecs, pour moi c'est dur de vraiment citer, de se dire que c'est des échecs mais c'est des retours d'expérience. C'est clair. En fait, peut-être que le terme serait plus juste une défaite, quoi. Enfin, et alors, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais c'est vrai que le fait de perdre, alors est-ce que automatiquement c'est un échec, je sais pas. Je sais pas, là on est dans la terminologie. Mais c'est vrai, on dit souvent qu'effectivement l'échec c'est plus un apprentissage qu'autre chose, hein. Enfin on le dit de temps en temps en entrepreneuriat, quand t'es dedans c'est un peu dur de l'entendre, mais a posteriori tu te rends compte qu'effectivement c'est plutôt un bel apprentissage. Là au final c'est ce que tu dis, quoi. En gros et c'est ça qui est incroyable, c'est que ça fait partie du domaine des perceptions et ça fait partie des seules choses qu'on peut arriver à contrôler justement. Et ouais, ça revient avec la première phrase du stoïcisme. Pour moi c'est ça, c'est vraiment la perception et on peut avoir une vision totalement différente. Si c'est un échec, on peut le maîtriser, ça, je pense. Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais ? Alors, on a déjà parlé de la nourriture. Alors, qu'est-ce qui t'anime quand tu danses ? On va zoomer un peu. Non, je pense que... Ouais, de se dire que... d'avoir 0 regret, je pense. Ouais, vraiment, c'est de pas avoir de regret. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de belles choses à voir. Et ouais, je pense que c'est ça. Et au final, la danse, le dev et la nourriture, c'est des outils pour avancer et pour avoir des journées bien remplies. Ouais, je pense que c'est juste ça en fait. Ce qui m'anime, c'est avoir des journées bien remplies. Et le ventre bien rempli. Pour le coup, avoir des journées bien remplies, il y a des moments où tu mets pause quand même ou pas ? En ce moment, très peu. Mais après, ça dérange ou ça dérange pas pour le coup. Je pense que si le fait d'avoir plusieurs activités, ça permet aussi de facilement changer d'air et donc je pense que c'est une forme de repos, quoi, aussi. Après, ouais, si je fais quand même pause. Pour moi, ce qui me prend le plus d'énergie, c'est les réseaux. Voilà, le fait d'être en contact avec beaucoup de gens, parce que c'est nouveau, hein, cette époque où il faut répondre 200 fois par jour. C'est clair. C'est incroyable. Même moi qui fais partie normalement de la nouvelle génération, je me dis, mais
c'était pas comme ça. il y a 10 ans, 8 ans, c'était pas comme ça. Ouais. Et donc, ouais, mes pauses, c'est ça. C'est de dire, je mets en mode avion et petite campagne. Ça va être un but aussi. Une petite maison, un petit potager, la nourriture. Et voilà, d'avoir un petit isolement. Okay. Et ça, c'est les petits isolements, c'est le silence, des choses comme ça. C'est des bonnes pauses. Ouais. Clairement. Cool. Ça fait quasiment 1h20 qu'on échange tous les deux. Waouh, ça passe si vite. Est-ce que tu vois des choses à ajouter? Ou est-ce que tu as envie de parler de quelque chose dont on n'a pas parlé? Ah là, c'est vrai qu'on a fait toujours la porte ouverte à la fin. Un bon panorama. Ouais. Pas vraiment. Peut-être un petit disclaimer. Vas-y, carrément. Peut-être sur même des noms de danseurs. Ou voilà. Comme ça, si personne ne se trouve blessé aussi. Voilà. Là, en vrai, parce que souvent, c'est aussi un truc que j'ai appris quand on a beaucoup le réseau, c'est que ça va très vite et qu'une erreur, ça peut aller aussi très vite. Ouais. Donc voilà, maintenant, même les sources et tout, on fait attention. On fait beaucoup plus attention parce que... Donc ça serait peut-être juste le petit disclaimer et que sinon... et que toutes les personnes aussi qui sont reconnues aussi, ça fait partie aussi des gens qui m'ont beaucoup appris et que je les remercie aussi. Ça fait plaisir aussi d'avoir des plateformes, des médias où on peut dire aussi je vous remercie. Comme la maman, le papa. Donc ouais, je pense que c'est ça aussi, c'est quelque chose qui anime. Ouais, cool. Les proches et la famille, ouais. Donc ouais, je pense que c'est juste ça. Bon, j'en ai une autre qui me vient à l'esprit. Ouais. De quoi t'es le plus fier? Waouh. Le plus fier, je crois que c'est... On en parlait au niveau des cours. Et du partage, le fait d'avoir ramené des danseurs, de voir leurs yeux quand ils voient par exemple les premiers battles ou les premiers mouvements et de passer cette flamme en fait. Ça c'est la plus grande fierté je pense. Et de la même manière où Ange El Funkidjou, celui qui m'a donné 2 semaines au 104, il m'a dit un truc incroyable. À la fin des 2 semaines, je voulais le payer, je voulais l'inviter au resto. Je dis c'est incroyable ce que tu m'as donné. Et il m'a dit non, mais je te donne la flamme et j'espère que toi, à ton tour, plus tard, tu la donneras aussi. Donc voilà, ça, il m'a fait découvrir que ça, en fait, sur le long terme, c'est ça qui provoque le plus de bien, une fierté aussi. Ouais. Et donc ouais, je pense que c'est ça. C'est quand je vois des plus jeunes ou même des moins jeunes, mais qui découvrent quelque chose, qui découvrent mon milieu et qui sont là, j'ai envie de faire ça aussi, ça va. Voilà, ça me rend fier. Carrément, stylé. Alors ça me fait toujours penser à cette phrase de Joël Dupuche, pour le coup. Je cite des grands philosophes français que j'avais reçus sur le podcast dans l'épisode 16 et qui disait transmettre pour moi c'est être. Waouh. Et je trouve ça très joli. Elle m'est vraiment restée parce que et ça fait complètement écho à ce que tu viens de dire pour le coup. Ah ouais, complètement. Mais beaucoup mieux dit. C'est beaucoup mieux dit. Dit différemment, on va dire. Gabriel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange, c'était hyper cool. Et alors, où est-ce qu'on peut te voir ou quand est-ce qu'on peut te voir si on est sur Bordeaux? Est-ce qu'il y a déjà on peut te suivre, bien évidemment. Complètement. Mais parce que de l'art, ça reste quand même toujours plus sympa de le vivre en live. Complètement. Une fois par mois, des cours, des workshops. C'est ouvert à tout niveau, vraiment tout niveau. Et j'essaye de voir sur ça qui est intéressant avec le workshop. On prend aussi le contexte et on essaye d'enseigner avec ce qu'il y a. Ouais. Et sinon, je fais quelquefois des battles à Bordeaux quand il y en a, mais je bouge beaucoup, donc j'en fais moins. Okay. Et sinon, des fois, là, je vais lancer un petit entraînement qui s'appelle les entraînements training roue libre. Okay. C'est juste des fois quand j'ai envie de m'entraîner, justement, je fais des petits trainings suivis où ils peuvent, n'importe qui peut venir suivre l'entraînement avec moi dans la ville, à la street. Cool. Voilà. Ok, stylé. Je lance ça sur Insta et voilà. Donc là, faut être juste trop taquet et te suivre et voilà. Choper ça au dernier moment, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. C'était vraiment bien. Ciao. Merci à tous pour votre écoute.
J'ai adoré cet épisode et j'ai trouvé hyper intéressant cet équilibre que Gabriel a entre le dev, le côté un peu geek, et la danse, entre, comme il le dit lui-même, son corps et son esprit, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la lumière et l'ombre. Vraiment un chouette épisode que j'ai eu plaisir à enregistrer avec Gabriel. Je vous invite donc à aller sur son compte Instagram pour regarder sa danse tout simplement et son art. Et merci à vous de suivre le Pompon. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et surtout d'ici là, écoutez votre corps, faites-le danser si vous en avez la possibilité et prenez soin de vous. À très vite.